Yannick Jaffré, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui à l'occasion du premier numéro de C'est Verment Français. Pour commencer, je te laisse te présenter. Pour remonter aux sources, je peux dire que je suis un enfant de 68, et pas seulement parce que je suis né, comme beaucoup d'autres, au milieu des années 70, mais parce que j'ai été familialement imprégné par l'événement. 68, pour moi, c'est pas passé dans la maison d'à côté, c'est pas passé chez les voisins. C'est vraiment une affaire personnelle. Et depuis les limbes, j'ai des souvenirs d'atmosphères enfumées, de discours au choix léninistes et libertaires, de gens qui revenaient d'ashram en Inde, de Riff Hendrix, de l'homme à la tête de chou qui passait en boucle à la maison. J'ai aussi le souvenir du collectif autogéré dans lequel j'ai passé une partie de mon école maternelle. Et puis je me souviens également d'un brassage entre classes qui n'a pas dû avoir beaucoup d'équivalents dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait des fils d'universitaires et de prolos, de futurs prolos, futurs universitaires, qui se sont mêlés pendant toute cette décennie. Alors avec une certaine filia, une certaine amitié, et puis bien sûr, le retour de bâton du début des années 80 montrera qu'il y avait aussi une part de fiction dans tout ça. Puisque, effectivement, après ces 10 années-là, chacun est rentré au bercail, renouant avec ses positions de classe originelles, à peu près systématiquement. Mais ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que bien souvent les grands squales de 68, issus de 68, comme Bendit, Julie, un certain nombre d'autres, même des types comme Lescure de Canal+, bon, qui n'est pas une énorme figure de 68, mais qui émane de cette génération, font oublier que 68 a eu ses perdants. Perdants dans la dépression, dans la toxicomanie. Et je précise que ce n'est pas parce qu'on est un perdant qu'on est vertueux. Il y a eu aussi des crevards, des gens qui ensuite, au nom d'une idéologie anti-travail, ont vécu un peu d'assistance et de demi-prédation. Il y en a aussi qui, intégrant les structures sociales, n'y ont pas fait que du bien. Je pense à l'enseignement, je pense à l'éducation spécialisée. Mais il y a aussi toute une population qui finalement ne s'est pas si mal tenue et qui, après les grandes espérances, parfois un peu fantasmatiques de cette époque, finalement ont dû renouer avec des valeurs éthiques qui étaient soit celles de leurs propres parents, soit plus généralement les valeurs éthiques de la sagesse des nations, immémorielles. Alors ça a été le cas de ma mère, terrienne, bretonne, qui a toujours travaillé et qui m'a épargné les plus grandes aberrations éducatives de cette époque. C'était tout un climat d'époque. Alors pour ceux qui en seraient éloignés, j'ai par exemple cette anecdote. Il y a le père d'un ami d'enfance qui pérorait sur le fait qu'il ne fallait pas envoyer les enfants se coucher avant les adultes parce que c'était les couper vachement violemment du monde des grands, quoi. Bon, ma mère ne l'a jamais entendu de cette oreille. Il y a aussi une autre fois, elle me confie à des amis d'amis pour un bout d'après-midi, et puis quand elle rentre, la femme lui dit: alors voilà, il y a un problème avec Yannick. Alors ma mère un peu inquiète, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Yannick dit s'il te plaît et merci, ce qui était des signes de conformisme bourgeois. Je crois que j'ai pas besoin de commenter davantage. Alors dans les années 80, je serais pris dans le climat de l'antiracisme organisé par le génial Mitterrand. Je suis également fasciné par le dit Mitterrand et je comprendrai pourquoi ensuite. C'est-à-dire que par-delà le mal objectif dont je prendrai la mesure, le mal objectif qu'il a fait à la France, il n'empêche qu'il développait un véritable verbe d'État français. Et je pense que à travers cette fascination, c'est un peu de France que je cherchais, dans une époque où finalement le vocable était surtout l'objet d'évaluations négatives, de dépréciation. Alors je vais faire les manifs antiracistes, première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Dans le regard de certains, des rares d'ailleurs immigrés ou descendants d'immigrés africains ou maghrébins, je sentais parfois que j'étais un peu moins un enfant d'immigrés qu'eux. Ils n'étaient pas très nombreux à l'époque, ils le sont encore moins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit, il n'y a qu'à voir la composition ethnique des manifestations antifa, il n'y a quasiment pas de représentants des minorités ou de la diversité comme on dit.
Et puis ça n'a pas l'air de déranger les antifas, c'est-à-dire que ils ne vivent pas ensemble avec ceux qu'ils prétendent défendre. C'est quand même un peu embêtant, puisqu'ils défendent un modèle supposément idéal de société, et un modèle dont ils prétendent qu'il existe. C'est-à-dire qu'il y a une France qui veut vivre ensemble, et puis il y a les méchants, comme ça, réactionnaires, les méchants du Front National qui l'empêchent de s'épanouir. Eh bien, il ferait bien de commencer par donner l'exemple. Alors, à partir de 15-16 ans, disons lycée, début de fac, je vais me radicaliser dans le sens un peu de mon héritage, c'est-à-dire vers l'extrême gauche. Alors tout ça est assez confus, hein. Ça se mêle à la testostérone, aux écorchures vives, aux filles, aux bagarres. Pour ceux qui connaissent, pendant quelques mois, j'ai été psychobilly. Alors là aussi, la confusion politique de l'époque, c'est-à-dire que vous portiez des psychobilly, on portait des Teddy, des Creepers, etc. Mais le drapeau confédéré n'était jamais loin du drapeau de l'Union soviétique, de la faucille et du marteau. Donc tout ça est assez confus, mais se précise effectivement quand je suis de la fin du lycée vers la fac. Et donc, effectivement, je suis dans les parages de cette mouvance d'extrême gauche, mais alors j'y suis en anarchiste, d'abord parce que je n'ai jamais vraiment aimé les milieux, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, même si j'en reconnais la nécessité, il faut bien que les gens tissent des liens, mais il y a parfois des éléments un peu intrusifs et micro-totalitaires dans les milieux qui m'ont toujours profondément emmerdé. Et par conséquent, j'y suis en anarchiste à cheveux courts. Il y a une autre raison à ça, il y a une autre raison à ma réticence, c'est que, ayant connu les originaux, les gauchistes originaux des années 70, ces copies ou ces copies de copies me paraissaient assez ternes. Parce que reprendre sur le plan existentiel exactement les mêmes manières d'être, le même type de discours que leurs devanciers, avait le saint pouvoir de m'agacer, et puis le côté gauchiste à kickers, à cigarette roulée, à catogan, dépressif à 20 ans et en même temps pontifiant était insupportable. Il y avait un autre aspect qui m'exaspérait prodigieusement, c'est leur dimension de contremaîtres moraux. Ils se passaient en procès les uns les autres, notamment les filles par exemple, si elles étaient trop sexy, si elles portaient des jupes ou mini-jupes ou des talons. Alors moi j'étais à l'époque, et je demeure toujours, un farouche partisan des mini-jupes et des talons. Et donc leur agressivité morale qui visait à pallier leur impuissance politique, parce que c'est vraiment ça la formule du gauchiste des années 90-2000, c'est agressif moralement parce qu'impuissant politiquement, avait vraiment pour moi quelque chose d'insupportable. Alors progressivement je vais m'en éloigner, à la fois sous les coups de boutoir du réel, et puis par ma formation, j'accomplis des études de philosophie qui vont me faire découvrir alors les grands auteurs, et puis surtout la pensée politique grecque qui va me faire renouer avec la notion d'institution. Tandis qu'un des piliers du gauchisme, si j'ose dire, un des piliers en sable du gauchisme, c'est précisément une espèce de spontanéisme, toute institution étant suspectée d'être un agent d'oppression, ou un instrument d'oppression. Donc, à travers la fréquentation des Grecs, je vais renouer avec le sens de l'État, et puis parallèlement avec l'histoire de France. Je lis des histoires de France dans des quantités industrielles, parce que je sens le besoin de renouer précisément avec cette part de moi-même que l'époque, les années 80-90, avait tendance à mutiler, à retrancher, la France étant au choix soit coupable, éternellement coupable et uniquement coupable, se résumant à une colonisation meurtrière, à la collaboration sous Vichy, puis à la torture sous la guerre d'Algérie. Bon. Donc il y a aussi toute une trajectoire affective, c'est pas uniquement une affaire intellectuelle. À cet égard, d'ailleurs, la rencontre de mes grands-parents, à l'âge de 18 ans, va être vraiment décisive. Mon grand-père, anarcho-syndicaliste espagnol devenu français par sa croix de guerre, puisqu'il a fait la campagne de Provence et de Bavière dans le premier régiment étranger de cavalerie de la Légion étrangère, délogeant d'ailleurs les SS de leur caserne de Colmar, et puis étant appelé pour participer à la répression de Sétif, hein, je dis tout, et je n'en ai pas honte,
Eh bien cette personnalité majeure pour moi, parfois tyrannique, absolument hors norme, a été extrêmement importante, ainsi que ma grand-mère, petite Édith Piaf, infirmière, qui est vraiment symbolique des 30 Glorieuses. Enfin, elle n'est pas seulement un symbole pour moi, elle est bien plus que ça. Mais les deux n'ont pas seulement vécu en France, ils sont la France, et non seulement la France de l'après-guerre, mais la France du temps long, la France éternelle. Bien, alors ensuite je vais intégrer le professorat à la fin des années 90, d'abord à Marseille puis à Grande-Synthe dans l'agglomération de Dunkerque. Alors ça achèvera la révolution copernicienne ou la conversion du regard, principalement quant à la multiculturalité radieuse. Il ne devient plus possible, ayant enseigné là où j'ai enseigné, de croire à cette fable. Donc je m'oriente vers Chevènement qui m'intéresse depuis quelque temps, puisque précisément à travers cette culture de l'État que la gauche de gouvernement piétinait allègrement depuis 1983, eh bien, il permettait de renouer avec le fil rouge, peut-être le cas de le dire, de l'histoire de France. Un patriotisme de gauche, parce que je venais de là, et donc c'est là que j'ai pu poursuivre mes retrouvailles avec la France. Alors je participe à la campagne 2001-2002, sans y jouer un rôle majeur, hein. Je suis un militant plus, disons, j'ai fait quelques notes, j'ai un peu travaillé entre Dunkerque et Paris. Et puis, cette campagne, alors à la fois, elle est significative, puisque c'est la seule tentative explicite de rassembler les patriotes ou les républicains des deux rives, comme on disait à l'époque. Oui, parce que aujourd'hui, républicain signifie droit de l'hommisme, bien pensant, etc. Mais il faut se souvenir quand même que dans les années 80-90, c'était un terme encore clivant, particulièrement à gauche. Ça s'opposait, si vous voulez, à la gauche morale, antiraciste, libérale, libertaire. Bon. C'est un échec. Il y a eu un certain nombre de malentendus dont on fera le compte une fois la campagne terminée. Mais c'est surtout l'événement du 21 avril. Bon. Alors moi, ce soir-là, je suis à la fois très déçu pour nous, pour le candidat que j'ai défendu. Et puis, oui, je suis peiné de voir Jean-Marie Le Pen atteindre le second tour. Mais dès le lendemain, quand je vois ce qui se met en branle, c'est-à-dire véritablement toujours cette shame pride, hein, là l'expression est parfaite de Philippe Meuret, cette parade de la honte, cette fierté de la honte d'être français, je me dis que véritablement ils n'ont rien oublié de leur foutaise des années 80, ni rien appris de l'eau du réel qui a coulé sous les ponts depuis. Donc c'était pas possible. Et ça me rend même Jean-Marie Le Pen sympathique. Je refuse de me prêter à ça et je voterai blanc au second tour. Parce que par ailleurs, concernant Jean-Marie Le Pen, qu'on m'avait appris à détester pendant toute mon enfance, ce diable de la République, pour reprendre l'expression de Moatti, bien évidemment, j'ai aujourd'hui totalement réévalué mon jugement. Bon, ce personnage atypique qui sort de certaines séries, n'est absolument plus effectivement ce qu'on a prétendu qu'il était, c'est-à-dire le danger majeur qui pèserait sur la France et la République. Toutefois, je ne partageais pas en 2002 et je ne partage toujours pas de larges pans de son imaginaire politique qui est tout de même issu de l'extrême droite, qu'on le veuille ou non. Bien, alors donc ensuite, on solde les comptes de la campagne, on mesure les malentendus, un certain nombre de gens en réalité voyaient Chevènement comme une sorte d'appendice du PS, un peu plus radical. D'autres comme moi ont vraiment cru à ce rassemblement comme ça des patriotes par-delà le clivage droite-gauche. Et puis certains de droite, je pense notamment à quelques pascoyens, y étaient venus, il faut le dire, parfois davantage en consommateurs qu'en acteurs loyaux. Mais il y avait bien évidemment parmi les militants, de droite comme de gauche, des gens qui étaient parfaitement sincères et qui ont vraiment cru à la tentative. Alors le congrès de Saint-Paul-sur-Mer de janvier 2003 est désastreux. Chevènement se comporte encore comme un chef de courant, il se croit encore à Épinay en 71, c'est-à-dire qu'il organise des courants alors qu'il fallait transcender tout ça et continuer de faire porter sa voix. Donc je m'éloigne du MRC. Je constaterai d'ailleurs que certains de mes copains de l'époque vont connaître une véritable larchérisation, hein, Gérard Larcher, président du Sénat, c'est-à-dire qu'ils vont
Ils vont finalement réintégrer le bercail du PS, mais faire du gras dans les mandats locaux. Parce que les kilos s'équivalent pas. Moi-même, j'ai pris ces derniers temps, mais je me les suis payés. Ce ne sont pas des kilos radicaux socialistes ou démocrates chrétiens. Ce ne sont pas des kilos de gamelles d'argent public. Bon, alors je retourne tout de même en direction du MRC quand j'arrive à Lyon pour mener la campagne référendaire de 2005, parce qu'il fallait bien un endroit où la mener. Et puis, dans les 2 années qui viennent, j'observe la résistible ascension de Nicolas Sarkozy vers le pouvoir. Au départ, je le pense totalement inéligible, parce que pour moi, tout simplement, il n'est pas français. Il est atlantiste, il est communautariste, et il est ultralibéral. Seulement, à partir du discours d'Agen de mai 2006, et quand j'apprends qu'il embauche Henri Guénaud, que j'avais croisé sur la campagne 2001-2002, et Patrick Buisson, bien plus redoutable qu'Henri Guénaud d'ailleurs, et intellectuellement et politiquement, je comprends que ce garçon a l'intelligence de se présenter à l'exact antipode de ce qu'il est réellement, c'est-à-dire qu'à Atlantiste, il va tenir un discours vaguement nationaliste, libéral, une sorte de travaillisme, d'ailleurs le slogan était intelligent, travailler plus pour gagner plus, et puis communautariste, disons laïco-sceptique, il va mettre un bémol là-dessus, ça reviendra ensuite dans ses discours de Riyad et de Latran, où il valorise le prêtre plutôt que l'instituteur. Bon, son élection provoque, je dois le dire chez moi, une forme de dépression politique aggravée par les 6 mois qui ont suivi, 6 mois d'obscénité qui mènent de Disneyland à un jogging dans Central Park avec une vulgarité. Là, je parlais du verbe de l'État chez Mitterrand. Alors là, véritablement, on peut toujours considérer que c'est anecdotique et que ce qui compte, ce sont les politiques menées, mais la politique est affaire également d'incarnation, de style. C'est par là qu'on respecte le temps long d'une nation. Or, quand on porte sa vulgarité de nouveaux riches, de gagnants du loto, finalement de 68 arts de droite, avec 15-20 ans, hein, les années 80, quoi, les années fric, les Mercedes, les Rolex et les Partous. Bon, donc je traverse cette période de façon un peu délicate pour moi, mais la petite musique de Marine Le Pen, qu'elle fait entendre depuis 2006-2007, commence d'attirer mon attention, parce que je vois qu'elle rompt avec ce qui me semblait le plus difficilement tenable dans le discours du Front jusqu'alors, c'est-à-dire un manque de culture de l'État, une sorte de national-libéralisme auquel je ne pouvais adhérer. Et je la vois articuler là, véritablement, les retrouvailles entre l'identité et la souveraineté, entre la défense de la culture française et le colbertisme. Donc je suis ça de loin d'abord, et puis je vais me rapprocher d'elle et la rencontrer en 2012. À sa demande, je vais prendre le poste de numéro 2, de trésorier de Patrie Citoyenneté, qui devait être à l'aile gauche du Rassemblement Bleu Marine, le pendant du Ciel à l'aile droite. Je continue de penser d'ailleurs que ce n'était pas une mauvaise idée, dans la mesure où ça permettait ensuite au Front National et à sa présidente, eh bien, de piocher dans les corpus des uns et des autres, et puis d'arbitrer, de se présenter véritablement comme une force de rassemblement et d'élaboration intellectuelle. Bon, j'ai rencontré un certain nombre de gens, d'ailleurs ayant un profil donc de gauche, plutôt ouvrier, syndiqué, en banlieue parisienne et dans le Var, parce qu'on a parfois une conception un peu caricaturale du Front National du Nord et du Front National du Sud. Il y a des ouvriers dans le Sud et il y a des dentistes dans le Nord. Mais je crois que Patrie Citoyenneté a souffert d'un fait simple, c'est que, à l'exception de Marine Le Pen et de moi-même, j'ai le sentiment que personne n'y croyait au siège. Et je crois que finalement, Patrie Citoyenneté n'existe pas plus aujourd'hui que quand j'en étais le numéro 2. À la demande de Marine Le Pen, toujours, je vais présider donc de mai 2013 à octobre 2015 le collectif Racine des enseignants patriotes. Alors là, c'est une initiative qui a beaucoup plus porté, qui a fait parler, que ce soit sur le plan médiatique, au sein de l'institution. Voilà, ça a fait réagir, mais loin de moi, mes collègues qui s'en sont émus, mais ils s'en sont émus dans leur coin, parce que bien évidemment il est plus difficile d'affronter les choses et les gens directement quand on est un professeur petit bourgeois de gauche. Bon, ça a été une bonne initiative, il y a eu
pas mal de travaux. Je ferai figurer sur le blog, pour ceux que ça intéresserait, un certain nombre d'interventions publiques et de discours que j'ai pu élaborer. Il s'agissait vraiment là aussi de faire renouer le Front National avec l'esprit du public, tout en respectant le privé, mais en rompant avec le thème du chèque éducation libéral à l'américaine, qui avait jusque-là prévalu au Front National. Je quitte donc la présidence du collectif Racine, au même moment d'ailleurs que je quitte le Front National. Il est aujourd'hui en d'autres mains, des mains pour tous et qui servent à tout. Je lui souhaite bon courage et longue vie. J'ai également payé de ma personne en termes d'action militante au plan plus local. J'ai participé à la campagne municipale 2014 à Lyon. Là aussi, j'ai opéré un certain nombre de productions. J'ai fait également pendant un an, j'ai accompli les formations pour la Fédération Front National du Rhône et puis pour le FNJ. Concernant la Fédération Front National du Rhône, à mon avis, elle s'est bien remise de mon passage parce que tout indique qu'elle est revenue à son état intellectuel antérieur. Bref, j'ai agi, j'ai travaillé pour le Front National, j'en sors totalement limpide, immaculé, je ne me suis pas larchérisé, j'ai pratiqué un bénévolat absolument parfait, de part en part, parce qu'il y a de la larchérisation également au Front National, hein. Il y en a qui font du gras et de la gamelle. Bon, et puis considérant donc les modes de vie, ou devrais-je dire les formes de vie qui prévalent en interne, considérant surtout que mon travail n'y était pas exploité à sa juste mesure, que de manière plus générale d'ailleurs, le travail de fond par-delà les stratégies de communication qui sont essentielles dans l'immédiat, etc. Bien évidemment, il faut agir sur les deux plans, mais que le travail de fond, qui suppose un peu d'assesse, qui suppose aussi des compétences, eh bien, n'y était pas spécialement valorisé, c'est même le contraire. J'ai décidé de me reconcentrer vers le travail de philosophe politique ou de métapolitique, comme on dit aujourd'hui, d'où la construction de ce blog. Bref, j'ai été un peu long sur le plan personnel, mais enfin, il me semblait être la moindre des politesses de me présenter à vous. Je tiens à dire d'ailleurs qu'il n'y a strictement aucun reniement dans mon parcours, parce que renier ou se renier, c'est s'éloigner honteusement de ce qu'on a été. À cette attitude misérable, je préfère l'abjuration au sens pasolinien, qui est un acte d'indépendance et de virilité par lequel, eh bien, on rompt publiquement avec certaines de ses positions de jeunesse. D'autant que dans toute cette trajectoire que j'ai brièvement résumée, il y a au moins autant de fidélité que de rupture. Et c'est sans doute ce qu'ont du mal à comprendre eh bien, certains de mes amis d'adolescence, de jeunesse, en tout cas les moins intelligents d'entre eux. C'est qu'en réalité, j'étais et je demeure un populiste au sens latino-américain du terme. J'étais et je demeure un anti-européiste, ça n'a jamais changé. J'étais et je demeure un anti-libéral. Mais effectivement, entre-temps, j'ai renoué avec la France, et quand on renoue avec la France, eh bien, ça change tout. Voilà, et c'est donc à travers ces continuités, ces ruptures, que je vais animer l'esprit de ce blog.